Bonsoir à toutes et à tous et très ravie de vous retrouver en ligne et en live sur Google Meet pour une heure de débat. Oui, une heure de débat, une conférence internationale. Il est 18h15 heure française, 17h15 heure marocaine. Vous l'aurez compris, eh bien cap tout de suite sur le Maroc pour dresser le bilan de la Covid-19. Le Maroc au lendemain de la pandémie. Nous verrons également avec nos experts les conséquences et les perspectives face à cette crise planétaire qui n'a épargné personne, même et y compris les grandes puissances. Une heure de temps donc à passer ensemble avec vous autour d'invités prestigieux, comme vous allez les découvrir tout de suite avec nous. Ils sont déjà en ligne. Des invités prestigieux qui interviendront depuis Rabat et d'autres depuis Paris. Le mérite revient, il faut le dire, à l'initiateur et l'organisateur de cette conférence internationale. À mes côtés est mon complice, Karim Ifkar, qui préside l'Institut des études académiques. Bonsoir Karim. Bonsoir Nadia, bonsoir à tous. Voilà, en ligne avec nous votre co-organisateur, on va le voir. Il s'agit donc depuis Rabat de monsieur Redouane Hamidi, qui est président de la Fondation pour la diplomatie et la prospective, et il intervient depuis Rabat. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, madame Nadia. Bonsoir, madame Nadia. Bonsoir, tout le monde. Très bien. Alors, restons à Rabat avec le docteur Mustapha Souia, chirurgien oncologue. Il est responsable aussi d'une grande organisation maroco-américaine de médecine régénératrice. Est-ce que vous nous entendez, docteur? Bonsoir. Il nous fait signe, il ne nous reçoit pas. Si, bonsoir madame, je vous reçois. Ça tout de suite après. Je vous reçois 5 sur 5. El Filali depuis Rabat également. Il préside un cabinet conseil. Il est vice-président de la Chambre de commerce italienne au Maroc. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir, 5 sur 5. Oui. Et enfin, depuis Paris, c'est tout près, voilà. Depuis Paris, deux éminents professeurs, Marc Bonnel, qu'on ne présente plus. Il est consultant international santé sociale et il préside l'association Avicenne France. Bonsoir, professeur. Bonsoir à toutes et à enfin, tous. Professeur Henri-Louis Védy, qui est professeur émérite au département finance et économie dans la prestigieuse école HEC. Il est également un spécialiste des pays émergents. Il a beaucoup écrit sur le Maroc. Est-ce que nous l'avons, professeur Védy, vous nous entendez? Bonsoir, on va essayer de résoudre ce problème technique rapidement grâce à notre femme du digital qui est avec nous, qui nous accompagne pour la réalisation, Sandra. Alors, le Maroc, en chiffres pour planter le décor si vous voulez bien, le Maroc a enregistré 20 278 cas de Covid-19 en 313 décès. Mais on enregistre un rebond ces derniers jours de 633 cas au lendemain de l'allègement des mesures du ministère de la Santé. Alors le ministère de la Santé, justement par rapport à ce rebond, 633 cas, c'est pas rien, le ministère de la Santé n'exclut pas de reconfiner. Il faut savoir, pour information, que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 10 août. Alors tout d'abord, avant d'aller dans la réflexion, plus loin dans la réflexion, Karim Ifkar, justement, vous êtes l'organisateur de cette conférence internationale. Qu'est-ce qui a motivé une telle conférence? Écoutez, cette rencontre, elle a pour objet de répondre à une double question très importante et qui touche le Maroc, mais également à travers le Maroc, le reste du monde. Parce qu'il s'agit de voir un petit peu l'expérience marocaine et par analogie pouvoir analyser ce qui se passe ailleurs. Alors c'est une double question. La première, elle est sanitaire, donc elle touche la santé. Et la deuxième, elle touche également la santé, mais cette fois, c'est la santé économique.
parce que les deux sont liées, elles sont tributaires l'une de l'autre. Sans santé économique, il ne peut pas y avoir de santé tout court, et sans la première, il ne peut pas y avoir la deuxième. Alors on a vu le Maroc, et ça c'était dû dire un petit peu de beaucoup d'experts à l'international, que le Maroc, il avait parfaitement, ou au moins très bien géré la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, et que cette expérience, elle a interpellé beaucoup de monde, notamment vis-à-vis de certaines puissances mondiales qui ont géré cette crise un petit peu n'importe comment. On n'est pas en train de jeter des pierres sur les uns ou sur les autres, on n'est pas non plus en train de donner des leçons, parce que cette crise, c'est une première mondiale, elle est tellement complexe qu'on ne peut pas avoir cette prétention de dire il fallait faire comme ci ou il fallait faire comme ça. Par contre, ce qui a été avéré, c'est que le Maroc, il a parfaitement géré cette crise. Maintenant, on peut quitter un petit peu le passé et se pencher sur l'avenir et essayer de comprendre comment le Maroc va continuer à gérer la crise, et ce, au lendemain de la Covid, parce que la crise de la Covid, elle n'est pas éternelle. Par contre, comment est-ce qu'on va, comment cette question va être gérée par les experts marocains et par les responsables marocains, c'est tout le but de cette rencontre, et c'est pour cela que nous avons le grand plaisir d'inviter de grands spécialistes marocains qui ont quelque part la main dans la pâte, on peut le dire comme ça, qui vont nous éclairer sur ce qui se passe sur le terrain marocain et nous expliquer comment le Maroc, il arrive à s'en sortir bien plus que d'autres pays, tout à fait. Et de l'autre côté, on aura des experts français qui sont grands connaisseurs du terrain marocain et qui vont donc apporter davantage d'éclairage sur cette question-là, notamment sur les angles morts, parce que, disons-le avec la plus grande modestie qui soit, cette crise est très complexe, elle est inédite, elle est historique, elle est mondiale. Et bien malin celui qui pourrait dire comment on pourrait sortir de tout ça. Voilà, donc je vous cède tout de suite le micro. Alors, et vous remercie. Merci à vous, Karim Ishkar. Et justement, Radouane Hamdi, qui est président de la Fondation pour la diplomatie et la prospective, est le co-organisateur de cet événement. Alors, premier du genre, j'imagine, en ligne, un peu le dire, Karim. Premier du genre, voilà. Alors, justement, l'expérience marocaine a suscité bien des curiosités et a fait couler beaucoup d'encre. J'ai envie de dire, quel est le secret de ce succès, si on peut parler de succès, Radouane Hamdi? Est-ce que vous pouvez justement nous dresser un peu le bilan de la pandémie Covid-19 aujourd'hui au Maroc? À vous la parole. Merci Madame Nadia, merci Dr Efrak. Effectivement, le Maroc a été parmi les premiers pays au monde à adopter des mesures pour maintenir la situation sous contrôle. Fermeture des frontières, navales, aériennes, terrestres, et donc protéger le Maroc, sanitaire d'abord, économie ensuite, comme a dit Sa Majesté le Roi, protéger l'Afrique et l'Europe. Fermeture des lieux de divertissement, port obligatoire des bavettes, fermeture des écoles, interdiction des déplacements entre villes, fermeture des mosquées, des lieux de culte, déclaration de l'état d'urgence sanitaire conformément aux textes réglementaires en vigueur dans le respect des libertés et des droits fondamentaux garantis à tous. Les Marocains ont fait preuve de civisme, solidarité et citoyenneté pour soutenir les efforts accomplis par les autorités marocaines dans la gestion des conséquences sanitaires, sociales et économiques de la pandémie. À cet effet, des participations massives à la caisse relative à la gestion de la pandémie du Covid-19 créée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qu'il s'agisse des citoyens, des entreprises, des établissements privés ou publics, des collectivités territoriales, ainsi que des initiatives citoyennes ont été mobilisées pour soutenir les familles les plus touchées par la crise. Je vous remercie. Par payer, et on le voit à travers le bilan
qui n'est pas si alarmiste. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Monsieur Radouane, à midi, justement, je vous disais, justement, c'est une stratégie très ambitieuse, offensive, mais le roi agit par anticipation. Et en fin de compte, c'est le secret de ce succès, puisque cette stratégie a fini par payer. Est-ce qu'on peut le dire en ces termes-là? Monsieur Hamidi? Monsieur Radouane, à midi? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, les résultats sont là. Le Maroc a pris des initiatives, a pris des actions draconiennes de manière à maintenir la situation sous contrôle. Mesures draconiennes. J'ai envie de vous demander, est-ce que ce n'étaient pas des mesures coercitives qui s'imposaient vu la gravité de la situation? Comme j'ai dit tout à l'heure, madame, les décisions prises par le Maroc, c'est pour l'intérêt des Marocains, c'est pour l'intérêt de l'Afrique, c'est pour l'intérêt de l'Europe. Je vois qu'il y a une main qui se lève et c'est oui. Marc Bonnel, qui est donc consultant international et président de l'association Avicenne France. Professeur, justement, vous qui avez beaucoup travaillé sur l'aspect socio-culturel de la crise Covid-19, est-ce qu'on peut dire justement que le Maroc a excellé grâce à cette stratégie offensive, courageuse, ambitieuse et même coercitive parce que la situation l'imposait? Effectivement, je voudrais vivement féliciter tous nos amis marocains. Ils ont complètement compris quel était le problème au départ et ces mesures coercitives étaient extrêmement importantes. On voit aujourd'hui les dérives aux États-Unis, pays de liberté. On a vu nous-mêmes une très légère hésitation de notre président, mais pas de sa faute d'ailleurs, s'était imposé par les partis politiques, par certains partis politiques qui voulaient absolument ce premier tour des élections municipales. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, je tiens à féliciter le Royaume du Maroc pour les décisions qui ont été prises, qui étaient parfaites. Et il faut continuer. Aujourd'hui, il ne faut pas de relâchement par rapport aux gestes barrières. Notre problème aujourd'hui, c'est que le virus circule. Nous avons un ennemi invisible. Comment faire contre cet ennemi invisible qui circule partout autour de nous? Eh bien, les gestes barrières. On sait un certain nombre de choses aujourd'hui, même si on est dans le flou, quelquefois artistique, malgré nos collègues scientifiques, sur la gestion et la continuité de ce virus. Aujourd'hui, les enfants jusqu'à 16 ans ne sont pas atteints. Donc, ouvrons les écoles, il n'y a aucun problème, même dans la transmission et le risque pour les enseignants. Deuxièmement, le risque aujourd'hui, c'est le risque pour les personnes âgées et un risque qui ont des problèmes graves de morbidité en particulier. Et là, je dois dire que la culture même du Maroc, c'est-à-dire ce côté musulman où on préserve la personne âgée et le patriarche, et en Afrique en général, c'est un exemple prégnant. Pourquoi nous avons eu en institution, en EHPAD et au Canada, nous avons eu 33% de morts chez nous en France, dans les institutions pour personnes âgées et dépendantes, et 42% au Canada. Voilà les différences culturelles. Donc, il faut vraiment agir comme a agi le Maroc, et le Maroc a très bien fait de prendre des mesures récentes pour éviter les passages d'une ville à l'autre. Même s'il y a l'Aïd, que je respecte beaucoup le 31 juillet, eh bien, même avec l'Aïd, c'est une décision courageuse et pas évidente à prendre, et je voulais insister là-dessus. Justement, Marc Bonnel, vous anticipez sur ma question, à savoir Covid-19 et liberté individuelle. Vous l'avez dit, dernière mesure prise par les autorités marocaines, c'est 8 villes qui ont été fermées, isolées. Karim, je parle sous le contrôle de Karim Ifkar, corrigez-moi si c'est faux, en tout cas de grands pôles, comme par exemple Tanger, Marrakech, qui est donc une ville touristique par excellence, Casa, Fès. Alors justement, est-ce que ces mesures qui interviennent, il faut le dire, à la veille d'une grande fête, la grande fête de l'Aïd al-Adha, est-ce que ça, c'est pas une atteinte aux libertés individuelles quelque part? Marc Bonnel.
Oui, pardon? Est-ce que ça, c'est pas une atteinte aux libertés individuelles quelque part, Marc Bonnel? Non, je crois que l'important pour un pays, quel qu'il soit, une société de liberté comme le Maroc ou comme la France, il faut savoir prendre des mesures difficiles, très difficiles pour un gouvernement, je dirais, un roi ou un président de la République. Et je crois que ces mesures sont absolument nécessaires parce que là, c'est la préservation du peuple et c'est la préservation de la santé du peuple. Ce qui est tout à fait différent que toute interprétation de mesures coercitives. Et je vois par exemple, ce qui a réussi, c'est le Vietnam. Le Vietnam est un pays communiste et confucéen. Le Vietnam n'a pas eu un seul mort. Sauf maintenant, il y a certains clusters qui se développent. Parce qu'il y a une recrudescence de cas. Bon, je vois Taïwan. Là, évidemment, que ce soit en pays communiste, Chine, Taïwan, mais Taïwan est le bon exemple, eh bien, il n'y a pas eu à Taïwan de développement, comme au Maroc d'ailleurs, qui sont des exemples aujourd'hui dans le monde. C'est Taïwan, c'est le Maroc, c'est aussi le Vietnam, qui sont les exemples. Mais regardez la Suède en Europe, c'est une catastrophe par rapport au nombre d'habitants, parce que on n'a pas voulu confiner les habitants, seulement les personnes âgées. Regardez aux États-Unis, c'est une catastrophe qui va encore s'aggraver. C'est pourtant un pays de grande liberté, une grande démocratie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser un peu nos principes, et Dieu sait si je vis dans ce pays des droits de l'homme, et je sais que le Maroc est attaché aux droits de l'homme, parce que nous avons des points communs. Mais je crois vraiment que là, il s'agit de la sécurité des populations, sécurité de nos peuples, sécurité de nos personnes âgées, sécurité de nos handicapés, et ça me semble être l'essentiel, sans compter aussi que si nous ne suivons pas ces gestes barrières, eh bien nous aurons à terme cette catastrophe économique qui se précise. Restez avec nous, professeur Marc Bonnel, on va revenir à vous. Mais en attendant, toujours sur la situation sanitaire, nous sommes en train de dresser le bilan avant bien sûr, de passer au volet économique qui va certainement intéresser nos intervenants. Alors, avec nous, je vous le disais, nous avons un éminent oncologue qui est Mustapha Souiar. Mustapha Souiar, vous êtes avec nous, vous m'entendez? Vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que Mustapha, professeur Mustapha Souiar, vous nous entendez? Oui, je vous entends, madame. Vous m'entendez? Oui, oui. Eh bien, très bien. Alors, vous avez entendu Marc Bonnel, je suppose, qui a dit que l'exemple marocain est un exemple à suivre, et c'est même, si on peut en tirer cette conclusion, c'est un modèle sans faute. Alors, à quoi doit le Maroc, justement, ce succès, ce grand succès? Est-ce que, connaissant un peu les structures sanitaires du Maroc, comment elles ont fait pour juguler cette crise sanitaire, vous qui êtes dans un milieu hospitalier, professeur? Permettez-moi d'abord de remercier l'Institut français des études académiques et la Fondation diplomatique et prospective, dont les présidents sont présents avec nous, respectifs, M. Karim Ifrak et M. Douane Imdi. Et sachez aussi que c'est un réel plaisir pour moi de participer à cette visioconférence pour donner mon point de vue sur le Covid-19 ou la pandémie au Maroc. Pour cela, je me permets de faire un petit rappel pour passer au vif du sujet. Donc, cette crise a connu 3 phases pour moi. La phase du début, là où le Maroc a vu le premier cas positif de Covid-19 le 2 mars 2020. Et là, juste après, il y avait cette décision de confinement et il y avait cette conduite clairvoyante de notre Auguste Roi, bien sûr en collaboration avec les autorités comme le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, ministère et les secteurs militaires aussi. Et là, tous les Marocains ont été vraiment solidaires, tous les corps médicaux et paramédicaux, publics, CHU et privés.
Sachez qu'il y a même des cliniques privées qui ont été pas confectionnées, mais par leur propre volonté d'admettre et hospitaliser des cas Covid positifs. Est-ce que les structures sanitaires du Maroc étaient suffisamment outillées pour justement faire face à cette crise sanitaire? Au début, on avait vraiment peur au début, mais juste après, tout est rentré dans l'ordre parce qu'on croyait qu'on n'avait pas beaucoup de tests, de PCR par exemple, ou biomoléculaires. Mais juste après, le ministère de la Santé a bien suggéré les choses et surtout grâce à l'intervention des médecins dans tout secteur confondu, médecins et infirmières aussi. Et il y avait aussi la discipline du Marocain qui a beaucoup aidé. Bon, je connais des gens qui étaient confinés pendant 3 mois sans jamais sortir de leur maison. Parce que on a montré la crainte de ce virus inconnu. Et Dieu merci, ça nous a épargné beaucoup de morts. On n'est pas tombé dans le problème qu'a connu plein de pays vraiment hautement développés. Et Monsieur Marc a cité la Suède, je cite aussi le Brésil et même les États-Unis. L'Italie aussi. Marc Baudel le disait tout à l'heure, cela relève un peu de la personnalité de base du Marocain qui a fait preuve d'un grand civisme et vous venez de le souligner. Vous êtes oncologue, Mustapha Choueih, justement. Est-ce que les maladies chroniques ont été négligées pour autant? Parce qu'on a vu qu'ailleurs, en France, puisqu'on parle depuis Paris, les hôpitaux ont négligé totalement les maladies chroniques, les pathologies lourdes. Est-ce que ça a été le cas, justement, au Maroc? Ah non, pas du tout. Au contraire, nous avons eu peur pour les malades porteurs de maladies chroniques. Comme vous le savez, c'est l'immunodéficience qui rend grave l'infection du Covid-19. Alors, et pour cela, sachez que je fais partie d'un groupe de 120 médecins. Nous avons démarré la télémédecine et les consultations de loin. À distance par rapport à nos malades. Nous avions des lignes téléphoniques ouvertes 24 heures sur 24, plusieurs spécialités, même la spécialité psychologique. Parce qu'on savait que ça allait avoir un retentissement sur le moral, le mental du Marocain et de la Marocaine. Imaginez quelqu'un qui sortait tous les jours, quelqu'un qui allait au café, quelqu'un qui travaillait, qui un jour subitement il se trouve enfermé chez lui. Donc on a essayé de les aider psychiquement, physiquement et même en leur montrant le chemin. Vous avez parlé par exemple de l'oncologie. Il y a des malades cancéreux qui nécessitent de la chimiothérapie par exemple en urgence, ça d'accord. On prend les mesures. Comment ça s'est passé concrètement? Ils étaient accompagnés, vous semblez dire que les malades n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Ils ont été accompagnés chez eux, depuis chez eux, leur domicile? Bien sûr, ils étaient accompagnés chez eux et on recevait aux hôpitaux et dans les cliniques que les patients qui ont une urgence. Et par exemple, en plus, pour la chimiothérapie, il y a des patients à qui on donnait la chimio par voie veineuse, on l'a remplacé par la voie orale. Et en même temps, on leur a conseillé d'être très vigilants, même au sein de leur famille. Parce que déjà, on a peur pour eux. Docteur Mustapha Choueih, justement, parlons chloroquine, puisque le Maroc a opté dès le départ pour justement l'usage de la chloroquine qui fait polémique, vous le savez, en France et même ailleurs. Alors, qu'en est-il exactement? Parce que quand on voit le bilan, à savoir 313 décès, ça veut dire que ce traitement de chloroquine a donné des résultats positifs. Bien sûr. Les chiffres, sachez que les chiffres au Maroc ne sont pas alarmistes, même jusqu'à maintenant. Parce que si on compare à d'autres pays, alors les chiffres sont... sauf que cette dernière semaine, les gens sont un peu
ils ont paniqué parce qu'ils ont vu, par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, le chiffre de 600 et quelques cas par jour. Avant, on était habitué aux 70, 80, 25 cas par jour. Mais ceci est dû à l'apparition de certains clusters au niveau des usines et les entreprises qui ont repris leur activité. Alors, pour revenir à la chloroquine, oui, pour revenir à la chloroquine, oui, c'est une attitude que le ministère de la Santé a adoptée et ça réussit, ça marche, mais on ne la donne pas à tout patient atteint de Covid positif. À qui elle était administrée, la chloroquine, chez vous au Maroc? Dites-nous tout, professeur. Aux patients qui allaient encourir le risque de s'aggraver, de rentrer avant de rentrer à la réanimation. Donc, ça permettait l'éviction de l'aggravation de la maladie ou de l'infection. Et il n'y avait pas que la chloroquine. Peut-être une dernière question, parce qu'à toute crise, il y a les vertus. Est-ce que justement les hôpitaux ont pu profiter, étoffer un peu leur infrastructure en achetant d'autres équipements, en soutillant un peu davantage? Est-ce que cette crise a permis d'éveiller les consciences par rapport à la nécessité de développer un secteur sanitaire fort qui soit aussi justement capable de répondre aux besoins des nécessiteux, de ceux qui viennent des milieux précaires et ceux qui n'ont pas de sécurité sociale? Je pense à cette catégorie particulièrement. Vous savez très bien qu'après chaque crise, il y a des opportunités qui se créent et notre pays doit en profiter. D'ailleurs, on est sur la bonne route, j'espère. Déjà parce que on a équipé plein d'hôpitaux par des scanners dans un temps record, franchement, depuis l'apparition de la pandémie. Et il y a aussi la fameuse PCR. Alors avant, même nous médecins, on hésitait à prescrire la PCR parce que ça coûtait cher. Et c'était rarement fait au Maroc. Maintenant, ça devient un examen de routine et ça va nous aider même pour d'autres maladies. Maladies cancéreuses en l'occurrence. Et aussi, il faut savoir que puisque le Maroc a réussi à éradiquer le paludisme et d'autres maladies, comme le kyste hydatique aussi, on en voit très très rarement. On est capable d'éradiquer d'autres maladies. Et d'ailleurs, très récemment, une équipe médicale à Fès travaille sur l'éradication de l'hépatite C. Donc, pour nous, cette pandémie ou ce Covid-19 doit nous encourager à aller de l'avant, à rentrer dans l'innovation médicale et de la recherche surtout. Et aussi dans le système. Peut-être un mot sur l'innovation médicale, justement, est-ce que les chercheurs marocains travaillent sur ça, justement? Dites-nous tout. Oui, nous avons des centres de biotechnologie ici dans certaines facultés de médecine. Et aussi à le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui a lancé un concours pour les médecins et les chercheurs qui ont des projets dans le domaine médical et qui sera financé. Donc c'est une très bonne chose. On encourage les gens. Concrètement, il y a un budget beaucoup plus important aujourd'hui par rapport à la recherche au Maroc dans ce cadre-là. Là, c'est un point très intéressant. Même le budget pour le ministère de la Santé doit augmenter. Tout le monde en parle. Les médecins, les non-médecins, la population, on est consciente maintenant. Parce qu'ils savent que le chef d'orchestre maintenant, c'est le médical, c'est la santé. Ça nous concerne tous. Donc, il y a des discussions à augmenter, bien sûr, le PIB du ministère de la Santé. Et c'est facile. C'est faisable en plus. Restez avec nous, Moustapha Souih. Merci pour toutes ces explications et pour toutes ces informations. Restez avec nous. Alors, le Haut Commissariat au Plan a réalisé une étude très intéressante que je recommande à tout le monde, qui nous révèle un peu, c'est une étude sur les comportements des Marocains aujourd'hui. 9 Marocains sur 10 portent le masque, alors que on voit aujourd'hui en France, on a du mal justement à persuader les Français, et surtout à Paris en fait, qui jettent des masques d'ailleurs dans la rue. Est-ce que ça aussi on peut l'expliquer par le civisme, par la personnalité de base du Marocain
qui est quelqu'un, qui est un citoyen docile et qui a très vite compris la nécessité justement de protéger sa santé en obéissant, mais surtout en respectant les gestes barrières. Avec nous, une voix qu'on n'a pas entendue, c'est Ahmed Fouad El Filali. Il préside le président du cabinet conseil Simarco et il est vice-président de la Chambre de commerce italienne au Maroc. Avant d'aborder la question, bien sûr, le volet économique, peut-être justement un mot sur le comportement des Marocains. Bonjour tout le monde. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs pour cette occasion qui nous permet un petit peu d'échanger les idées et donner plus d'illustration et d'éclaircissement sur le comportement des Marocains vis-à-vis de cette pandémie et Covid-19. Alors, avant tout, si vous permettez, Madame Nadia, j'aimerais bien rebondir sur ce que M. Marc Bonnel il a dit. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit. Et je suis sûr que c'est un bon connaisseur du Royaume du Maroc. Si on revient un petit peu à l'histoire marocaine, on voit que le couple roi et peuple devant l'unifie, ils sont unis, grande cohésion, grande complicité. On ne va pas revenir à l'histoire lointaine, on parle seulement de la marche verte. L'état d'urgence sanitaire et le confinement pour les Marocains était un événement exceptionnel. Alors il y a, à partir du, je crois, le 2, le 3 mars, je crois le professeur Mustafa peut me corriger, dès la découverte du premier cas positif, le 2 mars, merci, les hautes instructions royales pour la fermeture des frontières, ils ont été exécutés à la lettre. Et les Marocains en étaient fiers. Ça, c'est le premier point, c'est l'identité marocaine. Je reviens sur votre demande, si vous permettez, Madame Nadia. Bien sûr, après le confinement, et je peux dire grâce ou à cause de notre mentalité marocaine, certains Marocains ont cru que la pandémie est disparue. C'est la fête. Mais ils ont compris à la fin, grâce aux efforts du gouvernement et de la société civile, des médecins, des infirmiers, des forces de l'ordre, que encore le défi est devant nous. Alors tout de suite, ils ont, comment dirais-je, ils ont repris conscience, ils ont commencé à respecter les règles à la lettre. Et c'est pourquoi vous avez bien dit 9 Marocains sur 10 ils portent le masque, parce qu'ils ont compris très bien que pour le moment le port du masque est une solution si puis dire l'unique solution pour le moment qui peut un petit peu faire éviter aux Marocains une catastrophe dans l'attente de la découverte d'un, comment dirais-je, d'un vaccin. On vous entend pas. Isolés aujourd'hui. Alors je disais, donc les villes sont totalement isolées. Corrigez-moi si c'est faux. C'est la dernière instruction. Justement, vous avez dit que les Marocains ont envie de faire la fête et j'ai envie de dire c'est humain, d'autant plus qu'ils sont à la veille justement d'une grande fête de l'Aïd. Et est-ce que ces mesures s'imposaient justement, des mesures qui vont priver des familles entières de célébrer cette fête? Si vous permettez, madame, moi, on parle toujours dans la dimension où on se trouve. Nous sommes dans des moments exceptionnels, des situations exceptionnelles, pas des exceptions, pas des situations normales. On ne parle pas de droits de l'homme dans des situations exceptionnelles. Même si le gouvernement marocain, les autorités marocaines, la police, ils essaient de respecter au maximum.
mais nous sommes dans un état exceptionnel. Moi, je donne un petit exemple, puis je laisse la parole à mon ami Mustafa. Écoutez, on a, sous instruction du gouvernement, on a fermé les mosquées. Vous savez très bien que le peuple marocain est un peuple musulman sunnite, mais on l'a accepté, c'est pour notre bien. Alors je crois que dans un moment exceptionnel, nous devons un défi. Le peuple marocain, c'est un pays sage, c'est un peuple intelligent, c'est un pays, il sait où aller. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Merci Ahmed Fouad Filali, restez avec nous. Et je pense savoir, je vois une main qui se lève. Mustafa Souer, docteur, vous voulez réagir par rapport aux propos de Fouad El Filali, je vous en prie. Oui, c'est pour dire que il y a plus intéressant que Eid al-Adha, il y a le Hajj, le pèlerinage. Alors, on ne va pas le faire cette année. Donc, si le virus, il n'attend pas, le virus c'est une urgence. Donc, s'il y a urgence, on peut ne pas faire certaines choses, certains rituels. Le Marocain, comme a dit mon ami Fouad, on est compréhensif. Donc, cette année pour la communauté musulmane. Alors, peut-être qu'on va maintenant, Karim Efka, aborder le grand volet économique. Cette crise, cette pandémie 2019, je le disais, elle n'épargne personne, y compris les plus puissants, mais cette crise restant au Maroc n'est pas sans conséquence sur le plan économique. Avec nous, un expert, un spécialiste du Maroc et des pays émergents, d'une manière générale, professeur Henri-Louis Vétier, qui est donc professeur émérite au département Finance et Économie dans la prestigieuse école HEC Paris. À vous la parole. Vous m'entendez là? Vous m'entendez là? Oui. Donc, vous m'entendez bien là? Il y a un phénomène d'écho. Depuis le début. Moi, je vous entendais tout de suite. Alors, on va régler ce problème technique rapidement. Est-ce que Sandra est à nos côtés? Non, il a coupé le micro, il faut qu'il le remette. Remettez le micro, professeur Henri-Louis Vétier. Remettez le micro. Allez-y. Remettez le micro. Sinon, on va utiliser une autre alternative. Hein, Karim Iftar, est-ce qu'on peut utiliser le téléphone? Comme ça, pour éviter les blancs. Hein. Voilà. Et puis pour notre réalisatrice qui vient à notre secours, Sandra, professeur Henri-Louis Vétier ne nous entend pas. Alors, on va devoir utiliser le téléphone. Oui, vous m'entendez là? Et bien voilà, on va utiliser le téléphone. Comme je vous disais que cette pandémie n'est pas sans conséquence sur l'économie marocaine. Alors, une question globale déjà. Justement, cette crise, je le disais, n'épargne personne, y compris les plus puissants. Un mot sur les pays émergents, puisque vous êtes un expert des pays émergents. Est-ce que ces pays qui avaient déjà des économies très très fragilisées, est-ce que ça ne va pas générer l'effondrement de ces économies? Tout d'abord, il faut rappeler que ces économies-là ont subi la Covid-19 de façon extrêmement inégale. Ça a été rappelé par Narbonnet tout à l'heure. Le Vietnam est un très bon exemple. Et donc, d'autres pays, par contre, concernant la Chine, je ne crois pas à l'instant que les statistiques officielles chinoises révèlent l'ampleur de la pandémie. On découvre aussi que chronologiquement, l'Inde a été épargnée au début, semble l'être beaucoup moins aujourd'hui. Et quant à aussi un autre continent, le continent sud-américain, qui ne l'était pas pendant longtemps, l'est quand même aujourd'hui. Moi, je voudrais quand même rappeler un élément sur la communication qui est faite à travers ces différents phénomènes.
aux États-Unis, c'est vrai, 250 000 morts. Mais si on les ramène à la population, c'est à peu près le chiffre de la France. Et quand on dit que le Brésil, c'est catastrophique, effectivement, c'est catastrophique. Mais si on le relève, si on le ramène à la population, ça n'est guère moins que la France. À l'inverse, vous avez deux pays, et ça a été rappelé, je crois tout à l'heure, qui se distinguent par ramenés à la population par des scores tout à fait surprenants. La Belgique, par exemple. La Belgique, qui est l'un des plus élevés. Et la Suède. Et là encore, la Suède est un cas important, intéressant, parce que c'est un cas où il y a des infrastructures sanitaires tout à fait performantes. Et pour autant, eh bien, cela n'a pas échappé à la pandémie. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, concernant les économies émergentes, je dirais qu'il faudrait raisonner par continent. Car le cas de l'Amérique du Sud n'est pas le cas de l'Afrique, qui n'est pas le cas de l'Asie. Si je prends le cas de l'Amérique du Sud, par exemple, qui n'a pas encore atteint le pic de la pandémie, tout laisse penser, par contre, que ce sera une pandémie qui aura des conséquences économiques catastrophiques. Par exemple, comme un pays comme le Venezuela qui était déjà quasiment en cessation totale d'activité économique, risque d'avoir beaucoup de difficultés à se redresser, et ce, quel que soit le schéma politique du futur. Deuxième remarque concernant l'Afrique. L'Afrique, pendant longtemps, a été épargnée. Moi, je dirais que l'Afrique, elle est quand même aussi victime, semble-t-il, de la crise pétrolière, quand on parle de l'économie. Et parce que à la fin de l'année 2019, il y a eu une crise pétrolière qui a été une catastrophe pour les pays africains, une douzaine environ, qui basent leur développement économique sur le pétrole. Puis quant à l'Asie, eh bien l'Asie, c'est un territoire encore totalement différent. Ce que l'on sait, c'est que le rebond le plus spectaculaire devrait être en Chine. Avec toutes les réserves que l'on peut avoir sur la Chine devrait connaître d'abord une croissance zéro, donc c'est quand même pas aussi catastrophique que la croissance négative que nous allons connaître en Europe. Et deuxièmement, elle devrait rebondir beaucoup plus vite que les autres pays. Par contre, il y a un pays, moi, qui m'inquiète, c'est l'Inde. Car l'Inde est dans une situation aujourd'hui qui n'a pas encore atteint son paroxysme, qui est déjà une situation très compliquée. Alors justement, professeur, dans cette partie du monde, focalisons sur le Maroc si vous voulez bien, comment le Maroc va résister à cette crise ? Tout d'abord, il faut savoir que le Maroc est connu pour la résilience de son économie. Et que depuis une vingtaine d'années, le Maroc a su trouver les capacités de résilience à la crise. Deuxièmement, je crois qu'en ce qui concerne le Maroc, d'abord les perspectives économiques attendues, si je prends les perspectives les plus pessimistes, elles sont à moins 3,5, les plus optimistes, elles sont à moins 2,5, disons aux alentours de moins 3% en termes de croissance attendue pour 2020. Je dirais que dans ces moins 3%, il faut relativiser la part du Covid. Rappelons que le Maroc a, dans sa part du PIB, une contribution agricole qui est extrêmement importante. Malheureusement, en 2019, le Maroc a connu une crise une sécheresse considérable auquel on peut imputer 1 ou 2 points de croissance environ. Donc le global du Maroc, bien évidemment, le Maroc ne peut pas ne pas être impacté par la Covid-19. Surtout que le confinement, comme il a été rappelé également, a commencé très tôt et perdure encore plus ou moins aujourd'hui. Alors si vous permettez, professeur, par rapport à ça, je voudrais rebondir sur comment le Maroc va rebondir et comment il va résister à cette crise. Le Maroc qui n'a pas, fort heureusement, j'ai envie de dire, la malédiction du pétrole, qui est donc un pays à vocation agricole, mais aussi touristique. Mais on voit justement une économie touristique asséchée. Le mot est fort, mais c'est le cas quand on voit
la fermeture des frontières, mais aussi l'isolation de ces régions, ces villes, ces grandes villes touristiques, comme Marrakech, par exemple. Je crois que dès le début, les autorités marocaines ont soutenu la demande intérieure, en disons d'abord soutenant les salaires, les titulaires de salaires les plus modestes, en assurant des garanties pour les PME, en créant un fonds Covid dont vont bénéficier également une part de l'économie informelle. Donc moi je crois que dans un premier temps, le rebond il va venir de la demande intérieure. C'est-à-dire le soutien de la demande intérieure va permettre dans un premier temps au Maroc, disons, de se repositionner et de rebondir. D'ailleurs, si on prend les mêmes experts pour 2021, le Maroc redeviendrait positif dès 2021 en hauteur de 2 à 3%, voire plus. Donc, oui, il y a une capacité de rebond connue au Maroc, connue de par la qualité du capital humain marocain, il ne faut jamais l'oublier, connu comme il a été rappelé par la solidité des institutions marocaines. Ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important. Je rappelle qu'en économie, la meilleure garantie d'efficacité, c'est la durée. Pas changer de ministre tous les 6 mois comme on l'a trop connu en France. Ne pas inverser les politiques du jour au lendemain. S'inscrire dans la durée, c'est le meilleur gage d'un rebond efficace. Et là, le Maroc, sur le plan institutionnel, dispose de ce que peu d'États aujourd'hui, disposent. Si je compare... Peut-être un mot justement sur les pays voisins, restons au Maghreb, comparativement à l'Algérie ou à la Tunisie. Est-ce qu'on peut vous sembler dire, en tout cas, professeur Henri Vivetti, que le Maroc s'en sort très bien? Je n'aime pas le mot très bien, s'en sort le moins mal. Je dirais que, disons que dire qu'on s'en sort très bien lorsqu'on est à moins 3% de croissance, non, on ne peut pas dire ça. Mais je dirais que si je compare, et j'ai fait une note pour le Policy Center sur ce point d'ailleurs, l'analyse des conséquences 2020 de la Covid-19 sur le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, de loin le Maroc s'en tire le mieux. Le Maroc plafonne à moins 3, l'Algérie devrait dépasser moins 4 et nos amis tunisiens devraient malheureusement être encore plus loin. Pourquoi cela? Tout d'abord parce que le Maroc a su diversifier son économie. C'est Feu Hassan II qui disait la malédiction du pétrole. La chance du Maroc a été de ne pas avoir de pétrole. Moi j'adore cette citation car elle est vraie. Si le Maroc a eu une économie de rente, il ne serait pas aujourd'hui aussi résilient. Sa force, qu'il a su ne pas avoir une économie de rente. Alors bien évidemment, à court terme, ça donne moins de résultats spectaculaires que l'a connu l'Algérie, quand on gaspillait le pétrole. Mais à long terme, bien évidemment, c'est ce qui permet à l'économie marocaine d'être en meilleure situation de rebondir. Concernant l'Algérie, il faut savoir que l'Algérie, elle avait des réserves. Elle avait une sorte de fonds souverain pétrolier, qui a été divisé par 3 en 2 ans. Conséquence première, c'est que l'Algérie ne peut plus, disons, acheter la paix sociale en subventionnant le pétrole, le pain, le blé, etc., ce qui fait le quotidien, et que l'Algérie, qui n'a pas diversifié son économie, eh bien, va être frappée de plein fouet par un pétrole que moi, personnellement, je ne vois pas rebondir au-delà de $40 d'ici quelques années. Alors justement, professeur Verdier, est-ce que cette crise ne va pas éveiller les consciences de ces États pour revoir de fond en comble les modèles de développement et les modèles économiques? Oui, mais revoir de fond en comble, encore faut-il qu'il y ait les institutions politiques qui soient capables de mettre en place les réformes et retrouver la confiance dans le peuple. Si vous n'avez pas d'institutions politiques qui restaurent la confiance, je ne vois pas comment on peut inverser totalement la tendance. Certes, il y a, par exemple, si je prends l'Algérie, une volonté de diversifier, de créer une diversification économique dans l'exploitation des phosphates. Mais
lorsque l'Algérie a décidé cela, c'était plutôt pour ennuyer nos amis marocains, et pas tellement dans une logique d'efficacité économique, et le prix des phosphates était au plus bas. Bon. Alors, aujourd'hui, les phosphates ne constituent pas temporairement, je crois, un élément central pour l'économie marocaine, et depuis, bien sûr, la Covid-19, on ne parle plus de la diversification de l'activité algérienne dans l'exploitation des phosphates. Je rappelle quand même que ce qui est paradoxal en Algérie, c'est qu'on importe des produits alimentaires. Et ça reste quand même extrêmement problématique. Alors, problématique pour l'ensemble des pays émergents. Professeur, justement, pour l'ensemble des pays émergents qui ont, il faut le dire, une grande dépendance, est-ce que cette pandémie ne va pas justement provoquer, j'ai envie de dire, un déclic par rapport à la question de la dépendance? Ouais. Vous savez, je vais être très laconique. Tout change pour que rien ne change. Oui, on va donner l'apparence du changement. Oui, on va devoir changer. Oui, seulement dans certains secteurs, comme le domaine sanitaire, on va défendre la souveraineté européenne sanitaire, la souveraineté maghrébienne sanitaire. Mais il faut savoir que ça aura un prix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout détricoter, je ne crois pas que c'est la solution du court terme. Donc, je crois que la solution du court terme, c'est faire des choix et s'y tenir. Et ces choix, ils devront être faits en tenant compte de la spécificité des États, de leur culture, de leurs institutions. Je ne crois pas qu'il y ait un modèle exportable pour tous les États. Alors, restez avec nous, professeur. Merci pour cette analyse. Réaction tout de suite avec vous, Ahmed Fouad El Filali. Vous avez entendu l'analyse du professeur Védier. Le secteur touristique, mis à part l'agriculture, bien sûr, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi d'une part, mais d'autre part aussi générateur de devises. Justement, aujourd'hui, avec un secteur asséché, comment le Maroc va rebondir, d'autant plus que la saison estivale 2020 est pratiquement terminée. Nous sommes à la veille du mois d'août. Alors, qu'en est-il? Un mot, vous qui êtes justement vice-président de la Chambre de commerce italienne au Maroc. Oui, vous avez raison, Madame Nelia. Comme on a dit auparavant, la première décision royale, c'était la fermeture des frontières. Et quand on dit fermeture des frontières, ça veut dire touristes étrangers zéro. Ça veut dire une grande partie des encaissements en devises part dans l'air. Alors, le Maroc, il a pris des décisions qui sont très importantes. Comme il a dit le professeur, et je partage pas mal de points qu'il a dit, l'économie marocaine est bien diversifiée. Le secteur touristique est un des piliers. Alors, pour essayer un petit peu de remédier à ce problème si puis-je dire, d'encaissement de devises, qu'est-ce qu'il a fait le Maroc? Il a épuisé dans la ligne de précaution de liquidité du Fonds mondial international que le Maroc il avait négocié auprès du FMI depuis 3-4 ans. Il a pu avoir 270 millions de dollars. Et puis, il a épuisé sur la ligne de protection contre les risques des catastrophes de la Banque mondiale. Alors, je m'excuse. Auprès du FMI, 3,2 milliards de dollars. Et auprès de la ligne de protection contre les risques de catastrophe, 270 millions de dollars. Pourquoi ça? Ça, pour avoir à garder les 7 mois d'importation équivalent de devises, qui fait partie des normes des chiffres macroéconomiques que le Maroc doit respecter pour avoir sa stabilité économique. Par ailleurs, le gouvernement marocain vient de présenter un plan d'action pour le secteur touristique 2021-2022 pour une enveloppe globale de 6 milliards de dirhams. 6 milliards de dirhams, peut-être pour la France, c'est un petit peu 600 millions d'euros, c'est peu, mais pour le Maroc, c'est une somme
qui peut redresser un petit peu le secteur touristique. Bien sûr que il y a un autre point que le professeur il a évoqué, si vous permettez, Madame Nadia, c'est essayer un petit peu de revoir le modèle économique marocain. Le professeur et vous-même, vous avez cité, je crois que vous savez très bien que Sa Majesté le Roi, il a nommé fin 2019, un comité présidé par l'ambassadeur du Maroc à Paris, l'ex, M. Ben Moussa, à la tête d'un comité pour revoir le modèle économique marocain. Parce que, à partir de 2018, Sa Majesté le Roi, elle a constaté que l'actuel modèle économique marocain, c'est un modèle qui ne garantit pas une parité de richesse, une distribution équitable des richesses. Le Maroc a sa richesse, mais il n'est pas distribué équitablement. Je crois que le mandat de ce comité a été prorogé de 6 mois. Avant la fin de l'année, le comité il doit présenter sa copie à Sa Majesté le Roi, et puis il doit être approuvé par le gouvernement et le Parlement. Et à mon sens, ça sera la base de la nouvelle loi de finances 2021-2022. Je rejoins ce... Monsieur Filali, si vous permettez, en clair, à quoi va ressembler le modèle touristique, enfin du tourisme, le secteur du tourisme marocain post-Covid? Écoutez, je crois le secteur touristique un petit peu il va être diversifié. Si vous parlez avec des touristes étrangers, ils connaissent les 80%, ils connaissent Marrakech. Maintenant, il va être diversifié. Le tourisme d'affaires, d'ailleurs, Rabat c'est un exemple, Casablanca c'est un exemple. Le tourisme culturel, d'ailleurs, Rabat c'est un exemple. Chefchaouen, c'est un exemple. La diversification du secteur touristique. Nous, le Maroc, il a plus de 3500 km de côte. Le balnéaire, je crois, c'est la Méditerranée et le bassin qui reçoit le plus de touristes au monde. Pourquoi pas, le Maroc, il a 3500 km de côte. Mais on doit un petit peu essayer de hisser le niveau soit des structures balnéaires, essayer de revoir la chaîne des prix et essayer de revoir un petit peu notre politique. On doit s'adresser plus au tourisme interne. La pandémie, la crise sanitaire a chamboulé les choses, mais dans le bon sens, j'ai envie de dire, puisque ça génère une nouvelle réflexion, de nouvelles visions sur le monde d'après, le jour d'après, et nous sommes donc à 1 minute de la fin de ce débat qui a été très riche et très instructif. On aurait pu prolonger, Karim Ifkar, voilà, Karim c'est en ligne, Ifrak, bien sûr, merci d'avoir initié cette conférence. Peut-être, si vous permettez, Karim, le mot de la fin, on va donner 30 secondes pour chacun. Voilà. Alors, peut-être qu'on va commencer avec le professeur Marc Bonnel. Alors, la Banque mondiale a fait un constat amer, on va dire, depuis des assauts, et selon la Banque mondiale, les pays émergents paieront un lourd tribut, et la crise sanitaire Covid-19 laissera des cicatrices durables. Ce sera le mot de la fin. Je suis tout à fait d'accord avec cette position de la Banque mondiale, mais je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié les propos et l'analyse du professeur Henri Bédier, qui est excellente. Je crois qu'on n'a pas encore terminé avec ce Covid-19. Je crois qu'aujourd'hui, on a une période encore d'1 an jusqu'au vaccin. Tant qu'on n'aura pas de vaccin, il n'y a pas de traitement qui soit valable. Donc, je souhaite qu'on puisse terminer cette affaire Covid-19 d'ici maximum 1 an. Je crois que les pays comme le Maroc, comme la France, comme d'autres pays qui ont permis de soutenir l'économie, et en particulier par rapport aux chômeurs que nous avons en grand nombre en France, je crois que c'est une bonne chose. Et ce qui me paraît très important aujourd'hui,
c'est qu'il faut avoir une vision globale, mondiale des choses, certes, mais il faut revenir à nos territoires et surtout un sens civique très développé. Je crois que ce sens civique est absolument essentiel, même au-delà de l'économie. Les économistes, ils bossent, on les connaît. Mon fils est banquier et je peux vous assurer qu'il y a des règles en économie et on peut faire confiance aux économistes et à la Banque mondiale. Mais aujourd'hui, c'est le Covid-19 et il faut continuer à le combattre. C'est une guerre, encore pour quelques mois. Cette conclusion, 30 secondes chacun pour conclure avec vous, Dr Moustapha Souaïd, justement. On va souhaiter une bonne santé à tous les Marocains et les Marocaines, mais aussi ceux qui nous suivent ici depuis la France, une bonne fête de l'Aïd, une meilleure santé. Quel est le conseil, j'ai envie de dire, que vous donnez aujourd'hui aux Marocains à la veille de cette grande fête de l'Aïd? Avant de donner le conseil, j'aimerais bien dire que le Maroc se prête comme la meilleure plateforme aux pays européens pour développer l'industrie pharmaceutique ou autre. Il ne faut pas oublier qu'on est à 14 km de l'Europe, donc on est pseudo-européen, quoi. Donc, et aussi, c'est à nous, Marocains aussi, de bien prendre les choses en main, de bien travailler pour l'avenir, si on veut qu'un jour le lion, qui est symbole royal, le lion marocain, rugira un jour non seulement au-delà de la Méditerranée, même au-delà de l'Atlantique. Cette conclusion, Ahmed Fouad El Filali, pour conclure avec vous, 30 secondes, une meilleure santé économique, bien sûr, pour le Maroc, pour les années à venir. Alors, une meilleure santé suppose une économie en parfaite santé, un mot là-dessus, et bien sûr les échanges économiques, puisque vous êtes justement à la tête de la chambre de commerce italienne au Maroc. Moi, je souhaite de tout cœur que tous les efforts que tous les gouvernements vont dissiper doivent se concentrer sur l'humain. Le Maroc, toute sa politique doit être concentrée sur le Marocain. La France, je ne donne aucune leçon à personne, le français. Et je crois que cette pandémie Covid-19 sera une occasion pour que l'humain puisse essayer un petit peu de changer de vision, changer un petit peu de comportement et donner plus de priorité à une vie commune entre humains qui doit être sereine, saine, plein, je puis dire, de prospérité et d'amour. Merci. Il a eu ses 30 secondes. On passe la parole, avant de conclure avec Radouane Hindi, on passe la parole tout de suite à Henri Védi, donc professeur. On va vous appeler comme nous avons fait tout à l'heure. Nous avons utilisé toutes les technologies aujourd'hui. C'est un exploit et j'espère que la qualité du son et de l'image ont été au top. Grâce, je n'oublierai pas de remercier bien sûr Sandra, la femme du digital. Alors, Henri Védier, c'est spécialiste des pays émergents. 30 secondes pour conclure. Est-ce qu'on peut dire que le Maroc peut éviter le pire? S'il y a un pays qui peut éviter le pire, je crois que c'est le Maroc en Afrique et au Maghreb. Car le Maroc a déjà montré par le passé sa capacité de résilience comme je l'ai rappelé. Le Maroc a fait le choix de privilégier la santé avant l'économie, en prenant des mesures immédiates, comme il a été rappelé, pleines d'efficacité en ce qui concerne la santé. Concernant l'économie, s'il n'y a pas de rebond
Merci. Merci pour cette conclusion et nous enchaînons tout de suite avec Dr Radwan Khimdi, qui est le co-organisateur de cet événement, de cette conférence internationale en ligne, qui a, j'espère, éclairé l'ensemble des auditeurs, mais aussi des internautes, sur la situation du Maroc au lendemain de la pandémie. Le mot de la fin avec vous, Radwan Khimdi. Je voudrais saluer tout le monde, saluer votre ingénieur Sandra, saluer notre ingénieur M. Labidi qui est présent ici, Moulay Abdelrahman, qui est parmi nous. Et je dois rappeler quelques détails que j'avais présentés au début de mon intervention. Vous nous êtes très chers. Nous sommes dans l'obligation de protéger aussi bien l'Europe que l'Afrique. Nous sommes un acteur important dans l'Union pour la Méditerranée aussi. Donc ensemble, la main dans la main pour mettre fin à ce fléau. Je vous remercie. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes encore connecté? Tu as quitté là. Justement, au pays. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Hamidi? Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Monsieur Hamidi? Vous pouvez activer Radwan le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, madame. Oui, madame Nadia, je vous entends. On vous reçoit. Juste un mot pour la communauté marocaine qui malheureusement sera privée de vacances dans le pays d'origine au Maroc. Alors peut-être un mot à leur dire. La communauté marocaine. Avez-vous un message particulier La communauté marocaine à qui ne adresser veut pas à venir la au Maroc. communauté franco-marocaine? Pour les... Oui, oui, madame, comme a dit monsieur Filali, nous sommes dans un état d'urgence sanitaire. Nous avons des priorités. Vous comprenez? Donc, toutes les décisions prises, c'est dans l'intérêt de tous les Marocains, sans aucune exception. Je vous remercie. Merci d'avoir organisé cette conférence internationale sur le Maroc au lendemain de la pandémie mondiale du Covid-19. Merci bien sûr au maestro qui a initié cette conférence, à savoir Karim Ifrak. Karim Ifrak qui préside l'Institut français des études académiques. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 30 secondes? Ça veut dire c'est difficile. Hein? C'est difficile, mais c'est difficile, mais beaucoup moins que de gérer la crise de la Covid. Écoutez, moi quand je suis arrivé pour écouter un petit peu les interventions des uns et des autres, très franchement, j'étais un petit peu pessimiste parce que malheureusement, ça fait des mois qu'on nous rabâche les oreilles avec cette crise qui n'en finit pas. Mais très sincèrement, grâce aux interventions de nos experts, j'en sors avec un gros volume d'optimisme parce que finalement, je me dis que la crise, c'est vrai, elle est là, elle est complexe, c'est vrai, elle va durer un certain temps, c'est vrai, mais avec un peu de, d'efficacité, un peu de rigueur et un peu de bonne volonté, ben, on arrive à y arriver à bout quand même, on arrive à la maîtriser au moins, elle n'avance pas comme elle l'entend, et du coup, cette volonté, elle touche à la fois la question sanitaire, mais également la question économique, qui, comme on l'avait dit au début, sont toutes liées. Donc voilà, on sort quand même avec une pointe d'optimisme, et c'est tant mieux. Et donc, le tout dernier mot de la fin, c'est pour dire un très très grand merci à tous nos intervenants, grâce auxquels nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui, ce soir, sur la question marocaine. Et comme ça a été dit au tout début, à travers le Maroc, c'est un petit peu par analogie ce qui se passe au niveau de la région et ce qui se passe également au niveau de l'international. Donc je vous remercie infiniment et je vous remercie surtout énormément, Nadia Bey, pour cette direction de table qui a été juste remarquable. Merci beaucoup, Karim Ifrak, et à mon tour de remercier l'ensemble des experts pour la qualité de leurs interventions.
Merci aussi à Sandra, la femme du digital, et à Nadra également, les femmes de l'ombre, qui travaillent dans l'ombre, qui ont permis, j'espère en tout cas, une qualité d'image et de son. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Restons, comme vous l'avez si bien dit, cher Karim, optimistes. J'espère qu'on va retrouver le monde dans un meilleur état de santé, Je l'espère. et dans un meilleur état de santé économique. Et puis n'oublions pas que nous sommes à l'avant-veille de l'Aïd el-Adha. Donc, joyeuses fêtes à toute la communauté musulmane. Et que le Maroc se porte bien, que les Marocains profitent de cette fin de fête, enfin de cette fête de l'Aïd el-Adha, en observant scrupuleusement, comme ils l'ont toujours fait, scrupuleusement donc les gestes barrières et continuer à porter vos masques. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Excellente soirée. Au revoir tout le monde et merci encore infiniment. Merci, on a énormément appris avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.